Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je propose un commentaire portant sur l'épreuve des écrits de l'agrégation de philosophie de l'année 2024, donc cette année. Au programme de l'agrégation de philosophie, donc il y a le concours de recrutement des professeurs agrégés en France. Cette année, nous avions un texte de Montaigne à commenter. Montaigne, un écrivain français du XVIe siècle. Alors, je vous propose de voir comment moi je m'en suis sorti. Je vais d'abord vous lire le texte de Montaigne, et puis ensuite vous aurez une lecture un petit peu commentée de ma copie, sachant que c'est une épreuve donc de 7 heures. Alors, le texte. Cette longue attention que j'emploie à me considérer me dresse à juger aussi passablement des autres, et est peu de choses de quoi je parle plus heureusement et excusablement. Il m'advient souvent de voir et de distinguer plus exactement les conditions de mes amis qu'ils ne le font eux-mêmes. J'en ai étonné quelqu'un par la pertinence de ma description et les averti de soi. Pour m'être dès mon enfance dressé à mirer ma vie dans celle d'autrui, j'ai acquis une complexion studieuse en cela. Et quand j'y pense, je laisse échapper autour de moi peu de choses qui y servent. Contenance, humeur, discours. J'étudie tout. Ce qu'il me faut fuir, ce qu'il me faut suivre. Ainsi, à mes amis, je découvre par leur production leurs inclinations internes. Non pour ranger cette infinité variée d'actions si diverses et si découpées à certains genres et chapitres, et distribuer distinctement mes partages et divisions en classes et régions connues. Là, son texte s'interrompt, il fait une citation de Virgile dans les Géorgiques, car nous avons affaire à un humaniste français de la Renaissance, donc il est de coutume de citer des classiques, notamment latins. Il nous cite Virgile qui dit « On ne peut rendre compte ni du nombre des espèces, ni du nom qu'elles portent. » Ensuite, Montaigne reprend « Les savants partent et dénotent leur fantaisie plus spécifiquement et par le menu. Moi, qui n'y vois qu'autant que l'usage m'en informe, sans règle, présente généralement les miennes et à tâtons. Comme en ceci, je prononce ma sentence par article décousu, ces choses qui ne peut se dire à la fois et en bloc. La relation et la conformité ne se trouvent point en telle âme que les nôtres, basse et commune. La sagesse est un bâtiment solide et entier, dont chaque pièce tient son rang et porte sa marque. Et là, il nous cite Cicéron dans son traité De Finibus, au livre 3. Cicéron dit « Seule la sagesse est pleinement tournée vers elle-même ». Ensuite, Montaigne reprend « Je laisse aux artistes, et ne sais s'ils en viennent à bout, en choses si mêlées, si menues et fortuites, de ranger en bande cette infinie diversité de visages, et arrêter notre inconstance et la mettre en ordre. Non seulement je trouve malaisé d'attacher nos actions les unes aux autres, mais chacune à part soi, je trouve malaisé de la désigner proprement, par quelques qualités principales, tant elles sont doubles et bigarrées à divers lustres. Ce qu'on remarque pour rare au roi de Macédoine, Perséus, que son esprit, ne s'attachant à aucune condition, allait errant par tout genre de vie,
et représentant des mœurs si essorées et vagabondes qu'il n'était connu ni de lui ni d'autre quel homme ce fut, me semble à peu près convenir à tout le monde. Et par-dessus tout, j'ai vu quelque autre de sa taille à qui cette conclusion s'appliquerait plus proprement encore, ce crois-je. Nulle assiette moyenne s'emportant toujours de l'un à l'autre extrême, par occasion indivinable, nulle espèce de train sans traverse, de contrariété merveilleuse, nulle faculté simple, si bien que le plus vraisemblablement qu'on pourra feindre un jour, ce sera qu'il affectait et étudiait de se rendre connu par être méconnaissable. Il fait besoin d'oreilles bien fortes pour s'ouïr franchement juger. Et parce qu'il en est peu, qui le puissent souffrir sans morsure, ceux qui se hasardent de l'entreprendre envers nous montrent un singulier effet d'amitié. Donc ça, c'est le texte. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant les 6h50 qui restent. Donc, le texte étudié cette année était un extrait du 3e et dernier volume des Essais de Michel de Montaigne. Volume, comme chacun sait, édité dans les années 1580, puisque ce 3e volume des Essais a été édité indépendamment des deux premiers. Et plus exactement, pour bien situer ce texte dans l'œuvre générale de Montaigne, nous avons précisément affaire à un extrait du dernier chapitre du livre 3, le chapitre 13, qui s'intitule « De l'expérience ». Si l'on met de côté les correctifs et les ajouts aux nouvelles éditions de son livre, car il y a eu plusieurs éditions des Essais, dans lesquelles Montaigne a parfois fait des ajouts, si on met ça de côté, on peut dire que cet extrait, donc, qui est le dernier chapitre du livre 3, d'un cycle, les Essais qui comporte 3 volumes, on peut donc dire que cet extrait se situe au tout dernier état de la réflexion de l'auteur. Nous sommes au soir de sa vie, Montaigne a terminé ses essais, on a un chapitre de la fin du bouquin. Donc on est à plus de 1000 pages dans les éditions compilées, vous avez les trois tomes des essais à la suite. Souvenons-nous qu'au début du premier livre des essais, donc tout au début de cette œuvre, Montaigne annonçait délimiter son objet d'écriture à la visée de se dépeindre lui-même, pour en laisser la trace et l'agrément à ses parents et amis. C'est ça le but explicitement affiché des essais, se peindre lui-même. Le sujet de Montaigne, c'est Montaigne. Bon. C'est donc à ça qu'il fait implicitement référence, puisqu'au début de l'extrait, il est question de, je cite, la longue attention, fin de citation, qu'il consacre à s'observer lui-même. La longue attention à laquelle il se réfère au début du texte étudié désigne précisément cet effort durable de pensée et d'écriture, puisque la rédaction des essais s'échelonne sur une période de 20 ans, entre 1571 et 1591. Donc, on a une sorte de retour sur soi. Voilà, Montaigne qui finit son livre se dit, voilà, depuis 20 ans que je ne cesse de m'étudier moi-même. On sent qu'on arrive à quelque chose comme un bilan ou une conclusion, puisqu'on est à la fin du 3e livre. C'est donc le dernier chapitre, une manière de bilan ou de conclusion, et le thème général de l'extrait étudié est, à mon sens, l'exercice du jugement, car c'est bien de ça dont il s'agit à travers l'ensemble du texte. On peut considérer que Montaigne répond ici au questionnement implicite sur l'intérêt de ce long effort. À quoi cela lui a-t-il servi de, entre guillemets, se goûter, comme il l'écrit ailleurs, de se peindre? Qu'a-t-il obtenu, qu'a-t-il appris ou gagné
en écrivant les essais. Quel était le sens de toute cette entreprise littéraire, de ces 20 ans d'écriture en 3 volumes? C'était plus d'un millier de pages. Donc, matière de bilan, puisque nous touchons la conclusion, qu'a-t-il gagné au final et qu'avons-nous obtenu nous-mêmes, nous, lecteurs de Montaigne, embarqués dans la consultation de son livre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir finalement en retirer de cet effort de autodescription de Montaigne, qui inaugure quand même quelque chose d'important dans l'histoire de la littérature française, puisqu'on a un texte à caractère autobiographique, ou en tout cas un essai d'auto-analyse, ce qui est véritablement quelque chose d'innovant pour son époque. Alors, premièrement, cet effort d'introspection, d'examen et d'écriture de soi, cette attention portée à se considérer, a un effet pratique sur la subjectivité de l'écrivain. La pratique de l'écriture a une conséquence pour l'écrivain qui écrit. C'est une sorte d'exercice d'entraînement qui permet de dresser le jugement. Le jugement s'exerce en s'essayant. Il s'exerce par un entraînement dont les essais sont la transcription écrite. C'est un exercice d'entraînement du jugement qui vise à conférer à la pensée, à la réflexion personnelle, un ordre, une discipline, des habitudes de fonctionnement que l'esprit n'avait pas initialement. En effet, Montaigne avait commencé son livre, donc dans le livre 1, au début du livre 1, quand il explique son projet, Montaigne avait commencé son livre en évoquant le trouble, la confusion de son esprit, qui était surchargé et inaccoutumé par l'oisiveté nouvelle que lui conférait son abandon de sa charge de magistrat. En effet, Montaigne commence la rédaction des écrits, donc comme ça a été dit, avant 1571, à une date qui est postérieure à sa démission de ses charges de magistrat du Parlement de Bordeaux. C'est donc dans l'oisiveté retrouvée de son domicile, de sa propriété, puisque rappelons que nous avons affaire à un noble, ou à quelqu'un du moins qui vit noblement, c'est donc dans le calme de sa propriété qu'il cherche à donner finalement un sens à son inactivité en s'essayant à se contempler lui-même, à fixer sa pensée par un travail d'écriture. Ces pensées sans ordre, gratuites, sans réalisation ni but précis, puisque nous avons affaire à des essais, c'est-à-dire non pas un traité qui voudrait exposer de manière systématique et ordonnée une pensée ou une réflexion ou un savoir sur un sujet. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Montaigne ne prétend pas être un savant. Montaigne fait un effort d'écriture pour se peindre lui-même sans prétendre y arriver ou disposer d'un savoir préalable. Donc ces pensées sans ordre qu'il jette sur le vif, il déclarait au départ des essais vouloir s'en faire honte en les retranscrivant. Vouloir se faire honte à son absence d'ordre, à son désordre intérieur, en fait, en quelque sorte. Ce désordre intérieur sera, en quelque sorte, maîtrisé par l'expression de celui-ci sous une forme tangible des écrits. Comme si le fait de coucher par écrit ses pensées pouvait les mettre à distance de lui et produire un effet apaisant, un effet ordonnateur, presque une thérapie. Le projet d'écriture des essais avait donc au départ une finalité pratique, et jusqu'à un certain point on pourrait dire une finalité thérapeutique. Ça, c'était le but des essais vu du point de vue de Montaigne lui-même au départ de leur rédaction. Mais 20 ans après, est-ce que c'est vraiment à ce seul et unique but que l'écriture nous a menés? Eh bien, en cette fin d'ouvrage, le gain qui résulte de l'écriture des essais apparaît, du moins au travers de cet extrait du texte de Montaigne, comme étant d'abord d'ordre théorique et non pas pratique. En effet, le gain théorique qui a été accompli, c'est que par l'exercice, le jugement s'améliore, se réforme et se perfectionne. Mais, et c'est un paradoxe, en se concentrant sur lui-même, Montaigne devient plus apte à juger des autres. Et ça, c'est pas un effet pratique qui transforme la subjectivité de l'auteur, c'est plutôt un effet qui transforme sa cognition, ses aptitudes à la pensée. C'est quelque chose qui n'est pas tant d'ordre existentiel que d'ordre théorique, encore qu'on pourrait considérer que c'est une certaine partie du soi ou de l'existence. En tout cas, c'est un autre gain qui se situe sur un autre type de plan que le premier gain que j'ai mentionné. La qualité de son jugement sur autrui s'est accrue,
au point parfois de le rendre plus à même que ses propres amis de comprendre leurs dispositions, nous dit le texte, leurs dispositions, c'est-à-dire leurs humeurs, leurs états moraux, dans lesquels ils se trouvent à un moment donné, leurs sentiments, leurs affects dominants du moment. Il est devenu plus apte à juger d'autrui, à juger de ce qui fait qu'autrui est comme il est, des goûts d'autrui, du tempérament d'autrui, de l'humeur d'autrui. Bref, c'est devenu une sorte de connaisseur des hommes. Cette faculté donc de connaissance d'autrui est éminemment sociale, ce qui est un paradoxe parce que son origine à cette faculté de connaissance d'autrui provient d'une pratique qui est privée, qui est solitaire et qui est méditative. Le paradoxe donc, c'est qu'en se retirant du monde, Montaigne comprend mieux le monde et peut mieux montrer aux autres qu'il les comprend. Il y a un paradoxe entre l'origine privée de cette faculté et de son développement et ses finalités ou son maniement social, pourrait-on dire. Faculté qui, par ailleurs, donc la connaissance d'autrui toujours, est fort utile dans les milieux aristocratiques auxquels appartient Montaigne, puisqu'ils sont caractérisés par une importance croissante du contrôle de soi, du paraître et de ce qu'on pourrait appeler, avec le sociologue Norbert Elias, la normativité curiale, c'est-à-dire le fait d'avoir à respecter un ensemble de règles de protocole qui sont distinctives de rang, d'ordre liés à la cour de France ou liés au milieu de l'aristocratie. Je renvoie à une conférence qui sera certainement disponible sur la chaîne YouTube au moment de sortie de cette vidéo, sur le processus de civilisation et de raffinement des mœurs qu'a étudié le sociologue Norbert Elias, notamment à l'époque de la Renaissance. Il y a donc des manières d'être qui sont liées au mode de vie des cours, des manières d'être qui appellent à la retenue, au raffinement, la distinction, à une certaine mise en scène de soi. On peut afficher des passions qu'on n'a pas véritablement, etc., etc. Il faut imaginer ce milieu de l'aristocratie. Eh bien, la connaissance de soi qu'a acquis Montaigne l'aide à mieux juger d'autrui et donc à faire la part des choses entre l'apparence et la réalité, entre ce que les individus affichent être et ce qu'ils sont vraiment, entre ce qu'ils s'imaginent eux-mêmes être et ce qu'ils sont véritablement. Bref, il a une connaissance de l'homme qui s'est accrue par l'introspection et la réflexion sur son caractère. Ainsi, Montaigne, par la puissance nouvellement acquise de son jugement, peut-il soigner la justesse de son conseil? Rappelons que le conseil à autrui fait partie des obligations féodales. Un vassal doit apporter à son seigneur son conseil, ça fait partie des obligations du vassal dans l'ordre aristocratique d'Ancien Régime, issu du Moyen-Âge. Donc c'est éminemment précieux d'être de bon conseil. Montaigne devient donc plus apte à soigner la justesse de son conseil et l'efficace de sa bienfaisance envers ses amis. Car non seulement on peut être utile à ses supérieurs en ayant une bonne connaissance des hommes, mais on peut être bienfaisant et utile à ses amis, ce qui est de l'honnête homme. Il devient ainsi, Montaigne, l'aiguillon de la prudence de ses amis, car il peut mieux les prévenir d'eux-mêmes, les mettre en garde contre leurs humeurs, leurs fantaisies, les illusions qu'ils pourraient se faire sur eux-mêmes, et ainsi de suite. C'est donc un gain qui a des utilités diverses. Un gain à la fois théorique et pratique, à la fois privé et social. On notera en passant qu'un tel acquis fait par Montaigne, au travers du processus d'écriture des essais, exclut que ce dernier ait été un pur pyrrhonien, selon le jugement de Blaise Pascal. Un pyrrhonien, c'est quelqu'un qui se réclamerait ou qui serait influencé par la pensée de Pyrrhon d'Élis, qui est un philosophe de l'Antiquité grecque. Pyrrhon d'Élis, c'est le fondateur de l'école sceptique. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas atteindre la vérité, que tout n'est qu'apparence, qu'il faut suspendre son jugement au lieu de croire qu'on peut porter un jugement pertinent sur le réel. Montaigne n'est pas un pur pyrrhonien, contrairement à ce que disait Pascal de lui pour l'accuser, car il ne doute manifestement pas de tout. Il ne doute manifestement pas du fait qu'il existe lui-même. Il ne doute pas non plus du fait qu'il peut acquérir une connaissance de lui-même par une certaine forme d'étude et de pratique. Il ne met donc pas en doute tout ce qui serait possible de mettre en doute. Plus encore, ce moi empirique, qui est le moi de l'auteur, le moi de Montaigne, et qu'il ne convient pas de confondre avec le cogito cartésien
que le philosophe français Descartes développera dans sa réflexion sur les fondements introspectifs de la connaissance quelque temps plus tôt, au siècle suivant, dans ses œuvres philosophiques. Ce moi empirique de Montaigne ne doute pas non plus, et là on montre à quel point c'est pas un sceptique radical, que l'étude qu'il fait de lui-même puisse lui permettre de tirer une connaissance d'autrui. Donc il y a plusieurs formes de connaissance qu'admet Montaigne et qui ne remet pas en question, ce qui l'écarte du scepticisme radical, du scepticisme au sens strict. On peut se connaître soi-même, et on peut même aller jusqu'à la connaissance d'autrui, car on peut juger les autres par soi. On pourrait presque croire qu'en s'étudiant soi-même, on pourrait aller jusqu'à une connaissance de l'homme en général, de l'homme avec un grand H, de l'universalité de la condition humaine. On pourrait presque croire que cette faculté de connaissance de soi et d'autrui nous mène à atteindre à la connaissance de l'essence de l'humanité, ce qui ferait alors de Montaigne un précurseur de la pensée classique du XVIIe siècle et de l'universalisme des Lumières du XVIIIe, qui sont fortement, entraînés dans la direction suivant laquelle on peut atteindre une connaissance de l'humanité en général, à une connaissance des lois de la nature, à une connaissance du fonctionnement des sociétés humaines, bref, qu'il y a une universalité de la connaissance qui est possible d'atteindre. On verra que ce n'est pas la pensée de Montaigne et qu'à cet égard, il convient de ne pas se tromper de siècle. Montaigne est bien un sceptique de la Renaissance et non pas un penseur classique ou un penseur des Lumières. On va voir pourquoi. Mais si la connaissance d'autrui est permise par la connaissance de soi, on découvre, nouveau paradoxe, que la connaissance de soi est aussi éclairée par l'examen d'autrui. Il y a une sorte de double renversement ou de double inférence possible. La connaissance de soi peut être éclairée par l'examen d'autrui et non par la seule pratique introspective aboutissant à une rectitude du jugement. Je peux me connaître soi-même, non seulement en m'examinant et en fixant mes pensées et des souvenirs ou des réflexions sur moi-même, mais en me comparant avec autrui. On comprend dès lors mieux le titre donné au chapitre, rappelons que le titre du chapitre c'est « De l'expérience », lorsque Montaigne écrit qu'il a, dès l'enfance, je cite, « miré sa vie dans celle d'autrui ». Montaigne est un écrivain et un philosophe parce qu'il est curieux. Il observe. Il est attentif au comportement d'autrui. Il ne doute pas que l'on puisse inférer des gestes, des paroles, des œuvres ou des accomplissements des autres, un aperçu de leurs pensées, de leur vie intérieure. On peut accéder à une connaissance d'autrui, on ne peut jamais être totalement à sa place et fusionner intellectuellement avec la pensée d'autrui, mais on peut atteindre à la connaissance d'autrui au travers de ce qui est exprimé par autrui, de ce qu'autrui dégage. Il n'y a donc pas une sorte de solipsisme ou d'impossibilité de la communication entre les psychés ou entre les personnes chez Montaigne. C'est dire à quel point ce n'est pas un sceptique dans un sens radical. L'expérience sensible de l'autre, ce qu'on voit, ce qui se montre, ce qui est phénoménal, ce qui relève du phénomène, tout ce que l'autre dit, tout ce qu'il fait, sa façon de se tenir, sa façon de se montrer, sa contenance, nous dit le texte, tout cela intéresse Montaigne parce qu'il en tire deux formes de savoir. Un savoir sur la subjectivité intime de l'autre, à qui ai-je affaire, mais aussi un savoir sur lui-même. En effet, l'observation permet, selon Montaigne, une connaissance comparative. C'est ça le statut de la connaissance dans les essais de Montaigne. Cette connaissance comparative repose sur des ressemblances entre soi et autrui. Il y a une réciprocité relative entre la connaissance de soi et la connaissance d'autrui. En m'étudiant moi-même, j'apprends quelque chose sur autrui et inversement. Une connaissance par comparaison, par analogie. Montaigne s'est forgé dès l'enfance ce goût de l'examen, qui est devenu pour lui-même une complexion, nous dit le texte. Une complexion, c'est une habitude solide et durable,
une manière d'être, un pli inscrit dans le corps et dans la subjectivité comme une seconde nature. Entre parenthèses, on retrouvera le même concept sous le même terme, la complexion chez Spinoza, pour définir justement cette manière d'être qu'a pris un être par son vécu, son expérience sociale et l'ensemble des déterminations qui l'ont fait être ce qu'il est. Si bien que Montaigne aurait pu reprendre, en lecteur humaniste des auteurs païens de l'Antiquité grecque et latine, la célèbre formule « rien d'humain ne m'est étranger ». Et puisqu'en découvrant autrui, je me découvre moi-même comme différent de lui, par comparaison, puisque l'expérience et la comparaison me permettent de me connaître dans ma spécificité, en quoi suis-je vraiment original par rapport aux autres, alors Montaigne peut faire ressortir un nouveau gain de sa démarche, cette fois-ci sous la forme d'une connaissance éthique. Mais cette connaissance d'ordre éthique n'est pas une connaissance de la nature du bien et du mal, considérée en un sens absolu ou universel, c'est seulement une connaissance relative et limitée de ce qui lui convient individuellement. C'est ce que nous dit Montaigne lorsqu'il nous dit qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit suivre. Qu'est-ce qui me convient à moi, qu'est-ce qui fait que ceci m'est favorable ou m'est défavorable. C'est une connaissance qui est éminemment personnelle. Montaigne ne laisse rien échapper de la conduite d'autrui parce qu'il veut en tirer une connaissance de ce qui lui convient en propre. On a donc une définition du bien qui est éminemment individuelle et on va voir que c'est lié à la métaphysique de Montaigne. Si le bilan de son livre lui semble positif, cela tient à ce que son étude n'est pas désintéressée. Au départ du livre, souvenez-vous, il nous avait dit « Je me présente dans ses écrits pour faire plaisir à ma famille et à mes amis ». Donc il y avait un but en fait, en quelque sorte, qui ne le concernait pas vraiment directement. C'était une sorte de voilà, j'écris un peu ce que je suis pour la postérité ou pour les gens que ça pourra intéresser. Et au final, le gain de cet effort d'écriture le concerne lui aussi personnellement. Son étude n'est donc pas désintéressée, d'ailleurs de toute façon elle ne pourrait pas l'être, car l'anthropologie de Montaigne est fondée sur un égoïsme psychologique ou anthropologique. Chaque individu a son fond d'égoïsme, à cet égard les hommes ne diffèrent pas des animaux. Les uns comme les autres cherchent perpétuellement à fuir la souffrance et à obtenir ce qui nous est agréable, ce qui est une idée qu'on trouve déjà dans les textes de psychologie des épicuriens de l'Antiquité, par exemple. Si donc Montaigne fait cet effort pour s'examiner et rédiger son livre, c'est pour diminuer son trouble. On a là un but thérapeutique qui n'est pas sans faire penser à l'effort d'ataraxie, encore une fois, de l'éthique des épicuriens. Diminuer son trouble, ordonner ses pensées, et également accroître sa volupté en ne cherchant plus que des satisfactions conformes à sa complexion, à sa manière d'être singulière. C'est en me connaissant bien moi-même que je saurai ce qui me fait plaisir, ce qui me permet d'avoir la vie la plus agréable possible, la plus en phase avec ma singularité. C'est donc un gain éthique, mais à l'échelle purement individuelle. Il y a donc deux sortes de lecteurs qui ressortiront déçus de la lecture des essais de Montaigne. Ceux qui auraient voulu y trouver un savoir sur le bien en soi, le bien de l'humanité, le bien de ce qui est conforme au bien de tous les hommes. C'est parce que c'est pas ça que cherche Montaigne et c'est pas ça qu'il croit atteignable de toute façon. Ça, c'est une première classe de lecteurs qui vont être déçus. Et puis la deuxième classe de lecteurs qui vont être déçus, c'est ceux qui en attendaient, sinon un système explicatif des motivations du comportement humain, c'est-à-dire une proposition de théorie psychologique, du moins un essai de classification de la personnalité, voilà, des genres de personnalité qu'on pourrait être. Ce n'est pas ça qu'on va trouver dans la recherche de Montaigne. Car rattacher les diverses actions humaines à des principes ou à des formes universelles, ranger nos comportements dans un ordre théorique quelconque, le découper, je cite le texte, en genres et en chapitres, ne l'intéresse pas. Ce n'est pas son but. Ce n'est pas son but, non seulement parce que le but des essais est éthique, et non pas théorique ou scientifique, c'est un but thérapeutique, comme je l'ai dit, mais aussi la connaissance de mon bien personnel,
Ce n'est pas simplement, donc si il n'y a pas de classification en genre et en espèce, parce que le but des essais est éthique, ce n'est pas simplement un découragement devant un effort de classification et d'ordonnancement qui serait en droit, c'est-à-dire idéalement atteignable, mais qui serait en fait voué à la vanité de par l'infinité des éléments particuliers à considérer. Et c'est ce que pourrait nous faire croire en nous induisant en erreur la citation de Virgile, la citation qui nous dit qu'on ne peut pas faire la liste de tous les animaux et de leurs noms. C'est pas simplement qu'on ne peut pas ranger le réel dans des cases parce qu'il est trop riche pour qu'on puisse arriver à un tel effort. C'est plus radical que ça, c'est véritablement impossible d'arriver à un tel ordre et à une telle classification scientifique. Et ça nous renvoie à ce qu'il faut bien appeler sur le plan de la métaphysique le nominalisme de Montaigne. Et alors là, je vous demande un effort d'attention particulier parce qu'on va rentrer vraiment dans le dur de l'analyse du texte. Qu'est-ce à dire que Montaigne est un nominaliste et pourquoi cela expliquerait-il le fait qu'il considère qu'il est impossible de ranger nos comportements en genre et en espèces? S'il ne sert à rien de rattacher les conduites observables à des catégories générales, à des principes et des genres, c'est parce que nos conduites, nos actions, nos façons d'être sont toutes singulières. Elles sont sans aucune suite logique pour les attacher les unes aux autres. Elles sont, nos conduites, sans qualité principale, c'est-à-dire sans essence commune, générale. L'essence étant, dans la métaphysique classique d'inspiration aristotélicienne notamment, ce qui dans une chose est commune à cette chose et à toutes les choses de la même catégorie, ce qui dans la chose est également un principe de permanence qui fait que c'est cette chose-là et pas une autre. L'essence, c'est ce qui est opposable dans la métaphysique aristotélicienne, encore une fois, aux particularités de l'objet ou de l'acte individué. Telle chose est une table, c'est la conjonction de pieds et d'une surface, et puis ce qui est particulier, ce qui est contingent, ce qui n'est pas de l'ordre de l'essence de la chose, ce serait le fait que ce soit une table de telle couleur. Elle est de telle couleur, mais c'est un hasard, elle aurait pu être de telle autre couleur. Ça, c'est l'essence, ça c'est l'accident de la chose par opposition à son essence. Donc ce couple conceptuel, composé de l'essence de la chose et de ses accidents, il est hérité de la pensée aristotélicienne, qui a été redéveloppé au cours du Moyen-Âge européen par les théologiens et les penseurs médiévaux dans ce qu'on appelle les universités et dans ce qu'on appelle la philosophie dite scolastique. C'est encore la philosophie officielle à l'époque de Montaigne, c'est-à-dire au XVIe siècle. C'est la philosophie régnante, celle que va attaquer Descartes au siècle suivant. C'est la philosophie d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, la philosophie chrétienne médiévale, et donc elle repose sur le plan métaphysique sur cette opposition entre l'essence et les accidents de la chose. Ce langage ne concerne pas simplement les théologiens ou les métaphysiciens, mais aussi les juristes, car dans l'université d'Ancien Régime, les études de droit sont l'une des principales formations possibles, et Montaigne est lui-même issu des milieux du droit, puisqu'on a dit que c'était un magistrat. Or, cette distinction donc de l'essence et de l'accident, il n'y croit pas vraiment, ou du moins il nous dit qu'on n'arrive jamais à trouver dans la chose une qualité principale. Ça veut dire que ce que nous montre l'expérience, qui est encore une fois le titre du chapitre, ce qu'on peut apprendre de la vie, du monde, de l'observation, ce ne sont jamais, on ne rencontre jamais dans notre expérience des classes générales d'action. On ne rencontre jamais l'universel, on ne rencontre jamais des catégories. Tout ce qu'on peut observer, c'est toujours telle ou telle action particulière commise par tel ou tel individu particulier. On n'a affaire qu'à du particulier, qu'à de l'individuel, et donc ça nous renvoie à ce qu'on appelle en métaphysique un nominalisme. Il n'y a que des entités singulières individuelles. Or, l'individuel est, je cite, malaisé à penser, on ne peut pas le désigner proprement par un nom. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas désigner une chose particulière par un nom ? Eh bien parce que les noms communs ne désignent pas des entités réelles. C'est ça la thèse métaphysique qu'on appelle la thèse nominaliste. Celle qui considère que les noms finalement ne visent pas réellement les choses, sont trop généraux par rapport aux choses.
Les universaux, donc les propriétés qui sont partagées par plusieurs entités, comme par exemple être rouge ou être bon pour une personne ou une chose. Quand on parle de la bonté ou du rouge, comme une catégorie générale. Eh bien, ces noms communs, ces noms qu'on donne à plusieurs choses, ces noms qu'on prédique à plusieurs substances, ou à plusieurs prédicats plutôt dans une phrase pour faire une proposition. Quand je dis la table est rouge, la table c'est le prédicat, la table, pardon, c'est... je m'embrouille. La table, c'est le nom auquel on accole le prédicat, la table est rouge. Or, ces noms ne sont que des noms commodes, des constructions subjectives qui simplifient la diversité foisonnante du réel. En effet, quand je dis que ma table est rouge, je procède à une simplification qui ne rend pas vraiment compte du rouge bien précis dans tel objet. En fait, les noms uniformisent, homogénéisent abusivement une réalité qui est toujours diverse, particulière, qui est toujours plus complexe que ce qu'on peut en dire. C'est donc une appellation impropre. On a chez Montaigne une critique de la généralité abusive du concept et des termes du langage, qui a influencé directement les conceptions de philosophie du langage et de la pensée chez Nietzsche, qui est un lecteur de Montaigne, et possiblement chez Bergson. On trouve chez Bergson une critique justement de cette généralité du langage qui rate à chaque fois la singularité des choses. Est-ce que c'est lié à une lecture de Montaigne par Bergson ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas impossible. Donc, puisqu'il n'y a que des choses particulières et que notre langage les rate perpétuellement, on ne peut pas rattacher une action à une classe quelconque sans traduire la singularité de cette action. Si je dis cette action est mauvaise, je ne dis pas vraiment ce qu'elle est de spécifique. Je la mets dans une catégorie générale. Aucun de ces noms, aucun de ces gestes de qualification de notre esprit ne permet de saisir une essence de la chose, c'est-à-dire de saisir la part de l'être de la chose qui lui donnerait sa permanence et qui la rattacherait à celle du même genre, à toutes les choses qui partageraient la même essence. Les choses sont particulières, elles ne sont pas généralisables. Selon la manière dont on la considère, l'action se présente sous un nouveau jour. C'est-à-dire, on peut qualifier telle action qui a eu lieu avec telle et telle catégorisation, mais une autre catégorisation serait possible. On n'épuise jamais ce qu'a été l'événement, en fait, en parlant. Comme chez Nietzsche, il y a un perspectivisme de Montaigne. On saisit le réel selon des points de vue singuliers qui sont en nombre indéfini et qui touchent à des choses qu'elles ne cernent jamais de façon complète. Les actions, nous dit-il, sont doubles et bigarrées à divers lustres. Bigarrées, c'est-à-dire qu'elles sont pleines de couleurs chatoyantes, qu'elles sont en moto d'arlequin. Les actions individuelles, aussi bien que les personnes individuelles qui font ces actions. Nos conduites sont imprévisibles et changeantes, tournoyantes. On ne sait jamais vraiment à quoi on a affaire. Le réel est profondément ambigu. L'action a trop d'aspects et de sens différents. Comme pour toute réalité individuée, c'est une vanité de savant de prétendre donner à une action une place fixe dans une classification. Dire cette action est mauvaise, ça n'est jamais épuiser la réalité de la chose dont on parle. C'est une simplification, c'est un arrêt de la pensée finalement, c'est une fixation. Ou dire cette action est vive ou rapide, c'est pareil. On ne saisit jamais l'essence de la chose parce que la connaissance vient de l'expérience, c'est le titre du chapitre. Or, l'expérience, pour Montaigne, ça se ramène à la sensation. On a un empirisme sous-jacent chez Montaigne, comme, encore une fois, dans une certaine tradition, en tout cas dans une certaine lecture de l'épicurisme antique. L'expérience se ramène à la sensation, et la sensation ne donne de l'individu que des visages, c'est-à-dire des apparences. Ça nous montre la surface, mais une surface qui est un peu ondoyante, comme un lac dont l'eau serait complètement en train de changer à chaque instant. On ne voit de la chose que des apparences, que des signaux qu'elle nous envoie, en quelque sorte, des éclats ou des projections de ce que c'est que la chose. On n'a jamais accès qu'à ces apparences, qu'à ce monde phénoménal, toujours multiple, toujours changeant, toujours relatif à celui qui observe. Relatif à sa complexion, c'est-à-dire la manière d'être de celui qui observe les choses,
Si je suis habitué à un vacarme, eh bien aller dans telle boîte de nuit ne me surprend pas ou ne me paraît pas forcément bruyant parce que je suis accoutumé à ça. Mais si quelqu'un qui n'avait pas cette expérience arrivait au même endroit, eh bien il n'aurait pas la même expérience du même endroit. Et ainsi de suite. On ne perçoit du réel que ce que nous en donne notre particularisme, notre singularité. Sur l'être de la chose, c'est-à-dire sur ce qu'elle est en soi, indépendamment de notre perception, de notre appréciation subjective, aucune certitude n'est possible. On n'en sait rien de ce que sont les choses. On ne connaît que des apparences, des phénomènes, des manifestations singulières, relatives à nous. La gnoséologie de Montaigne, la théorie de la connaissance de Montaigne, dont on avait vu plus haut qu'elle n'était pas une mise en doute universelle, ni une suspension de toute affirmation, qu'elle n'était pas un scepticisme au sens fort, qu'elle ne niait pas la connaissance possible de soi et d'autrui, bien qu'elle voilà, justement, elle ne soit pas un complet scepticisme, elle est quand même profondément pessimiste sur notre capacité à connaître le réel, qui se limite au phénoménal et à l'apparent. Il y a ici une influence du scepticisme antique sur la pensée de Montaigne, et notamment des académiques de Cicéron. Mettre de l'ordre dans cette diversité du réel, c'est une tâche que Montaigne laisse aux artistes et non aux savants. Alors pourquoi les artistes pourraient-ils faire ce que les savants ne peuvent pas faire ? Arrêter notre inconstance, établir des partages et des divisions, bref des classements, voilà qui est aventureux et malaisé. Comment pourrait-on accéder à l'essence d'une action ? Point d'interrogation. Comment pourrait-on trouver dans une action une qualité principale qui justifierait de la rattacher à une catégorie commune, sinon par une sélection arbitraire ? Point d'interrogation. Si je déclare que le rouge de tel objet n'est qu'un accident, un trait que l'objet pourrait perdre sans changer radicalement, et que sa fonction, par exemple être une bouteille, est au contraire essentielle à sa continuité d'existence, alors je procède à un découpage du réel qui est purement subjectif. Je ne fais qu'élire l'une de ses propriétés, sa couleur plutôt que sa fonction, comme étant soi-disant fondamentale pour définir cette chose. Mais qu'est-ce qui justifie le bien fondé de cette catégorisation ? Plutôt que de dire que j'ai à côté de moi un objet qui est une bouteille bleue, je pourrais dire que j'ai à côté de moi quelque chose qui est bleu et qui se trouve être temporairement une bouteille. Mais en fait, on pourrait découper la chose en question, on garderait une surface ou des bords qui seraient bleus, sauf que ce seraient des morceaux et ce ne serait pas une bouteille. Pourquoi désigner dans une chose l'une ou l'autre de ces caractéristiques comme étant plus essentielle que l'autre ? Qu'est-ce qui le justifie ? Pour Montaigne, rien ne le justifie, c'est un découpage arbitraire. Ça montre qu'on n'accède jamais à l'essence de la chose et qu'on n'a affaire qu'à un ensemble de propriétés, tout aussi signifiantes ou pas que les autres. On n'accède jamais au général, on n'accède jamais à l'essence de la chose. C'est ça le nominalisme de Montaigne. Si mon objet est dit une bouteille rouge, pourquoi le sujet bouteille serait-il plus essentiel que le prédicat rouge ? Comment, dans l'être d'une action ou dans l'être d'une personne, distinguer ce qui serait des changements superficiels de ce qui serait des qualités fondamentales ? On pourrait étendre le problème à des entités collectives. Quand je dis la France a beaucoup changé depuis 50 ans, c'est possible qu'elle ait beaucoup changé, mais quand je dis elle a changé de manière radicale ou fondamentale, ça devient problématique. Parce que qu'est-ce qui constituait son être profond ou substantiel de ce qui est une qualité de surface et contingente ? Où seraient donc les faits structurants et permanents dans un peuple, dans une culture, dans une civilisation ou n'importe quelle entité collective ? On peut poser le problème à tous les niveaux d'être concevables, depuis l'être d'un objet individuel jusqu'à l'être d'une civilisation. Où seraient donc les qualités fondamentales des qualités de surface ? Qu'est-ce que ça veut dire de les hiérarchiser ? Selon quels critères ? Où donc arrêter notre inconstance ? Demande Montaigne. Avant donc la désubstantialisation du sujet qui sera opérée par Hume au siècle des Lumières, avant le constat désabusé de Pascal que l'on n'aime jamais une personne, mais seulement des qualités passagères, c'est ce que nous dit Pascal, lui aussi très marqué par le scepticisme, il nous dit je n'aime pas Martin, mais j'aime Martin pour sa bonté. Sauf que la bonté de Martin, c'est pas quelque chose qui le définit en propre. Je peux parler de Martin et de dire Martin est devenu mauvais. Ou je peux parler de Martin et dire aujourd'hui il est moins bon qu'hier, et ainsi de suite.
Bref, la substance Martin, inconnaissable, n'est jamais définissable par une quelconque caractérisation que je pourrais en donner. Il pourrait toujours être autre chose que ce qu'il est, on ne voit pas comment on pourrait l'atteindre dans sa substance. On ne touche jamais qu'à des apparences qui se montrent. Donc avant Pascal Hume, Montaigne prend la mesure de l'inconstance universelle. Montaigne s'inscrit dans un nominalisme qu'on va retrouver chez toutes sortes de philosophes postérieurs. Il n'y a pas pour lui de possibilité de connaître le général et l'essence. On ne connaît que le singulier et le particulier. C'est pourquoi les essais ne tentent pas de faire une classification psychologique. Elles ne prétendent pas non plus, dans le domaine éthique, parler du bien en général. Elles se limitent à essayer de cerner ce qui convient à leur auteur. Montaigne s'étudie lui-même. Il étudie quelque chose qui est un individu unique, qui n'existait qu'une seule fois, qui n'existera plus ensuite, et donc une connaissance dont la portée et l'utilité est extrêmement réduite. Tout ce qu'on peut connaître se ramène à des apparences, à des singularités. On peut donc s'observer soi-même, s'observer changer à travers le temps, et c'est ce qui justifie l'entreprise des essais. On peut obtenir non pas une certitude, mais une connaissance approximative de soi par aperçus successifs, en faisant justement des essais, en essayant de se cerner. Par différents biais, par différentes approches. La connaissance ne dépasse pas le probable. Montaigne exclut la certitude, le scepticisme n'admet que de la connaissance probable. Et puisqu'il n'y a de connaissance que probable, on ne saura jamais rien de l'homme en soi. Et ça entraîne toute une série d'implications à la fois métaphysiques et politiques et morales. On ne pourra jamais définir d'exigences morales universelles, on ne pourra jamais définir de droits de l'homme en général, des droits qui s'imposeraient à tous ou qui seraient à défendre chez tout être humain, parce que ce qu'on connaît, ce ne sont que des entités particulières. Donc Montaigne n'est pas un précurseur de la pensée classique et a fortiori des Lumières, en ce sens que si c'est un humaniste sceptique qui exclut la connaissance universelle. Et pour Montaigne, on ne pourrait pas fonder des droits de l'homme qui vaudraient partout et en tout lieu à toute époque. La connaissance d'autrui n'est pas déduite de la contemplation d'une essence et d'une méthode géométrique, comme ce serait le cas peut-être chez Platon ou chez Spinoza. Le nominalisme de Montaigne est solidaire d'une démarche empirique, une démarche d'expérimentation. Et ce n'est pas un hasard si le père fondateur de la philosophie moderne en Angleterre, Francis Bacon, qualifiera au siècle suivant son livre sur l'avancement des sciences du titre d'essai. Bacon ayant été en contact, connaissait Montaigne par l'intermédiaire d'un membre de sa famille qui a connu Montaigne personnellement. C'est l'idée que la science se fait par expérimentation successive, par essai-erreur, par des tests, et qu'elle n'atteint pas à plus que ce qu'elle a trouvé à un moment donné. On ne peut donc qu'essayer de se connaître soi, c'est bien d'essai dont il s'agit et pas de certitude, et par la connaissance de soi, on peut arriver à connaître quelqu'un d'autre, pourvu qu'il existe entre deux individus telle et telle ressemblance. Ressemblance qui ne tient qu'à un hasard, et non pas au fait que deux individus partageraient la même essence. L'essence humaine est exclue dans la pensée sceptique ou empiriste. Pour Montaigne, la connaissance n'est ni déductible, donc depuis une vérité transcendante, t'es encore en train de faire ton truc. Ni inductive, depuis une série d'observations qui nous amènerait à une certitude, car, là encore, avant Hume, Montaigne a conscience qu'une série d'observations ne m'assure jamais que je ne changerai pas plus tard. Ce n'est pas parce que je me suis observé être comme ceci pendant X temps que je le serai plus tard. Ce n'est pas parce que les hommes ont longtemps donné l'impression d'être ceci qu'ils ne changeront jamais. Aucune série d'observations ne nous garantit qu'un changement n'interviendra pas plus tard. On ne peut donc pas tirer de loi de la nature, on ne peut pas tirer de loi selon laquelle j'ai toujours connu le soleil se levant le matin, il se lèvera donc le matin la prochaine fois. Tout ça est hors dehors de la certitude. La connaissance n'est donc ni déductive ni inductive, elle est seulement analogique. Autrui et moi, nous sommes similaires sous tel rapport. Qu'est-ce qui fait qu'on est similaire ? Ça peut très bien être un hasard, et si c'est pas un hasard et que ça tient à une régularité relative, notre similarité, par exemple le fait que je parle la même langue qu'autrui,
pourrait bien être l'effet de la coutume, c'est-à-dire de l'histoire des individus, du façonnement des individus par des institutions sociales à un moment donné. La coutume nous a donc façonné de telle et telle façon, qui se trouve être identique. On a subi les mêmes processus, on a été à la même école, et c'est ce qui fait qu'on se ressemble. C'est pas une communauté de nature qui fait qu'on est ensemble, qu'on est semblable, c'est une similitude de hasard. Le fait qu'on se ressemble avec l'autrui est un hasard. Ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas une détermination nécessaire qui découlerait d'une essence commune entre des individus, puisqu'encore une fois, le scepticisme ou l'empirisme écarte l'idée d'une nature humaine, au sens d'une essence, au sens d'une permanence. Autrui et moi nous ressemblons, on peut donc apprendre quelque chose à partir de là, mais ces raisonnements analogiques reposent sur des hasards. L'état du monde est chose fortuite, nous dit le texte, et on devine dans ce terme l'influence du naturalisme de Lucrèce. En effet, parmi les auteurs classiques gréco-romains que lit Montaigne, il y a bien sûr les épicuriens, notamment Lucrèce. Lucrèce qui laisse sa place au hasard dans la formation du monde, puisque chez les épicuriens, les atomes tombent dans le vide et se rencontrent suivant un mouvement aléatoire. Le hasard fait donc pleinement partie du monde, et il contribue à expliquer pourquoi on ne peut pas le connaître jusqu'au bout, ou pas au-delà d'une certaine approximation probable. Et le monde est lié, est fait de cette façon par le hasard, car la nature, en artiste, improvise. Elle tente des choses, elle fabrique des choses aléatoirement, sans savoir ce qui l'amène, sans suivre un ordre et un plan bien détaillé. La nature est donc du côté de l'art, et non pas du côté des savants qui prétendent mettre le monde en ordre, en classification et en chaîne déterministe fixe. C'est donc pour ça que si connaissance du monde il y a, elle est plutôt à poursuivre à la manière des artistes qu'à la manière des savants. Ainsi, renonçant à acquérir la sagesse, qui saurait le rang de chaque chose et la juste place de tout ce qui existe, Montaigne préfère accepter le cycle incessant des métamorphoses, se couler dans cette nature infinie en perpétuel mouvement qui nous échappe toujours, et il convie ses lecteurs à accepter ce chaos qu'on porte en soi. Puisque nous-mêmes, nous sommes dans cette nature, nous n'avons pas de qualité principale, on ne peut pas cerner en nous une permanence ou un fond qui ferait qu'on est fondamentalement ceci plutôt que cela, nous sommes nous-mêmes l'effet de la coutume, l'effet du hasard, l'effet de transformation et de changement qui ne donne lieu à rien de fixe ni d'irrémédiable. Et c'est à une éthique finalement de l'acceptation du devenir que nous enjoint Montaigne. Aussi, le texte nous offre-t-il l'exemple d'un roi macédonien qui est présenté comme un être errant, un être qui à certains égards préfigure l'esprit libre chez Nietzsche. L'esprit libre, c'est celui qui n'est jamais où on l'attend, notamment du point de vue social, celui qui a la capacité de rompre, d'être ailleurs que là où on l'attend. Il nous donne l'image d'un roi macédonien, un être capable de s'essayer à tout genre de vie, un être ouvert au devenir et à la création de soi. Ce qui, à bien des égards, anticipe aussi sur l'éthique, pourrait-on dire, qu'on trouve chez Bergson, qui nous appelle lui aussi à lutter contre nos habitudes, à remonter la pente fatale du tout fait pour devenir finalement ce que l'on devient. Dans ses lignes conclusives, Montaigne se refuse à prescrire à la diversité foisonnante des êtres une norme commune et uniforme. Il n'y a pas de morale universelle chez Montaigne parce que l'universel n'est pas objet de connaissance si tant est qu'il existe. On ne peut que se connaître soi et de manière fragmentaire et analogique. Faisant de l'aptitude à la transformation le seul trait commun à tous, ce qui fait penser à un autre humaniste du XVe siècle, cette fois-ci Jean Pic de la Mirandole, qui définissait l'homme comme un être de transformation, un être qui, contrairement à tous les autres, n'a pas de place fixe dans l'existence, un être qui porte en lui-même une part d'indétermination, l'auteur des Essais conclut son livre sur un éloge à la capacité de changer, qui définit une vitalité. L'être moralement accompli chez Montaigne est un être qui porte en lui la capacité de s'accoutumer à de nouvelles normes, qui est un être, en quelque sorte, artiste, danseur, qui possède une flexibilité, une plasticité qui lui permet de vivre sous des climats et sous des normes différentes. Être vivant, être accompli existentiellement pour Montaigne, c'est cette capacité à s'accoutumer à de nouvelles normes,
ce qui fait penser dans un domaine différent à la conception du sain ou de la santé dans la pensée de la médecine de Georges Canguilhem au XXe siècle. Voilà, j'espère que cet exposé sur la pensée de Montaigne vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est un auteur bien plus riche qu'on ne pourrait le soupçonner. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires et à nous rejoindre sur le serveur La Cité Libre.